Bonjour, bonjour à toutes et tous. Bienvenue Bonjour. à ce webinaire. Merci à tous d'être présents aujourd'hui. Alors, moi je me présente, je suis Anne-Gaëlle Perrault, directrice communication de BGE Réseau. Je suis ravie d'animer ce webinaire proposé par BGE en partenariat avec l'URSSAF. Dans quelques minutes, je vais laisser la parole à Alban, expert de l'URSSAF, qui va se présenter et surtout animer ce webinaire. Et en tout cas, on est ravis. Voilà, on commence l'année dans du très concret avec vous. Si vous êtes là, évidemment, c'est que vous avez envie d'entreprendre. Peut-être que vous travaillez déjà depuis de longs mois sur votre projet, que vous êtes près du but. Alors, pour vous donner un petit coup de pouce dès le début de cette année pour cette dernière ligne droite, peut-être, on avait vraiment envie de vous apporter de l'information utile. Et donc, voilà, Alban va prendre la parole au nom de l'URSSAF pour vous expliquer très simplement quel est le rôle de l'URSSAF, quelles sont les démarches que vous aurez à faire au démarrage de votre activité, comment vous allez pouvoir être aidé. Et en résumé, l'objectif, c'est que vous repartiez de cette heure de webinaire avec des clés très concrètes pour vous lancer en toute sérénité. Alors, juste avant de laisser la parole à Alban, je me permets de vous représenter peut-être ou présenter tout court BGE parce que si a priori tout le monde connaît l'URSSAF, c'est moins le cas pour BGE. Pourtant, on existe depuis 45 ans. Et donc, BGE, c'est un réseau associatif national d'aide à la création et au développement des entreprises. Notre métier, c'est vraiment de conseiller et de former les entrepreneurs futurs ou installés, quel que soit votre secteur, quelle que soit l'étape où vous en êtes, le degré de maturité de votre projet. On est présent donc à toutes les étapes de votre projet pour vous transmettre principalement les savoir-faire, les compétences essentielles pour réussir. Donc l'objectif, c'est de vous rendre autonome et de vous accompagner pour que vous puissiez ensuite vraiment avoir les rênes de votre entreprise durant toute la durée de vie de votre projet entrepreneurial. Donc, juste un ordre d'idée, quelques chiffres clés sur l'année précédente, mais BGE, c'est à peu près 550 lieux d'accueil répartis sur l'ensemble du territoire, une trentaine de structures et surtout plus de 1200 conseillers formateurs qui vous accompagnent au quotidien, au plus proche de chez vous. Et donc, chaque année, on forme et on accompagne près de 70 000 personnes à la création d'entreprises. Et également, on travaille avec plus de 30 000 chefs d'entreprise installés au développement de leur activité. Alors, quelques informations pratiques sur le webinaire. On va passer à peu près 1 heure ensemble. Pour celles et ceux qui sont déjà familiers de nos webinaires, vous le savez certainement, on a un onglet chat où vous pouvez évidemment échanger. Il y a un onglet questions-réponses dédié à vos questions. Donc, n'hésitez pas au fur et à mesure de la présentation à aller publier vos questions. Vous pouvez voter aussi pour celles qui seraient exactement celles que vous aviez en tête. Comme ça, à la fin du webinaire, Alban et moi pourrons répondre au maximum de questions, évidemment, qu'on pourra prendre. Et puis, vous voyez aussi qu'il y a un onglet liens utiles. On a déjà rentré un certain nombre de ressources de l'URSSAF, donc que vous pouvez copier pour aller les voir à l'issue du webinaire ou en tout cas aller les regarder. Donc, n'hésitez pas à les mettre de côté. Et enfin aussi, avant de démarrer, on voulait en savoir un petit peu plus sur vous également. Donc, on va vous proposer 2 sondages. Le premier, alors, sauf que, pardon, c'est les avantages du direct. Je ne peux pas le publier. Donc, on va le faire en direct. On voulait savoir où vous en êtes de votre projet entrepreneurial. Est-ce que vous en êtes au stade de l'idée et vous vous dites, j'aimerais bien un jour peut-être créer mon entreprise, je réfléchis. Est-ce que vous êtes vraiment déjà bien avancé? Vous avez bien structuré votre projet, vous êtes peut-être en cours d'accompagnement avec BGE ou un autre réseau d'accompagnement et vous allez bientôt vous lancer, ou vous avez déjà créé. Voilà. N'hésitez pas dans le chat à nous dire où vous en êtes. Alors, création imminente, hein, on en a pas mal en cours d'accompagnement. Donc, c'est ce qu'on se disait. Une majorité qui sont en accompagnement et ou en train de structurer leur projet et qui ont vraiment l'intention de créer bientôt ou qui viennent de créer, qui sont déjà installés. Parfait. En tout cas, merci beaucoup. Vous êtes nombreux à participer dans le chat. Donc, super. Vous êtes dans une bonne dynamique aujourd'hui. Parfait. Et alors, la deuxième question qu'on voulait vous poser, c'était aussi de savoir si vous aviez déjà décidé si vous alliez vous installer en tant que micro-entreprise, auto-entreprise, sous une autre forme de société comme une SARL, une SASU,
ou si ce n'était pas encore décidé parce que vous n'en êtes pas au stade sur cette question dans votre accompagnement? Bon, alors ça défile beaucoup, hein, Alban, c'est pas très Moi, facile pour nous. j'arrive quand même à voir à peu près la tendance. Ouais. Voilà, on regarde un peu les tendances. Beaucoup de La micros, moitié de pas ou micro, pas et de puis, micro, donc voilà, OK. Pas encore décidé. C'est bien. Vous savez, c'est pas la première question à se poser, c'est la dernière, hein, donc ne vous précipitez pas sur le choix d'un statut. OK, mais parce qu'effectivement, vous le verrez, Alban, dans sa présentation, évidemment, ce ne sont pas il y a des choses qui diffèrent en fonction, des choix que vous allez opérer. Bon, mais alors, on a un petit peu tous les cas de figure, pas mal de micros, mais aussi des gens qui n'ont pas encore, décidé et certains aussi, une minorité, mais qui ce sera pas micro ni auto-entreprise, mais qui a pas forcément encore, choisi le statut de la société. OK, et bah, parfait. Donc sans plus attendre, je vais, partager donc le support d'Alban pour qu'on puisse rentrer dans le vif du sujet. Voilà. À toi, Alban, je te laisse la parole. Merci beaucoup. merci. Alors, je me présente, donc je suis Alban Lambert, je suis chargé de la relation usager à l'URSSAF Caisse Nationale. Et j'en profite pour répondre à une première question qu'il y a eu dans le chat, où on nous demandait si les présentateurs avaient déjà été indépendants ou créateurs d'entreprise. Alors non, en toute transparence, non, je n'ai jamais créé d'entreprise, mais ça fait près de 20 ans que j'accompagne et je conseille des créateurs d'entreprises et puis aussi tout au long de la vie de l'entreprise. Alors, pendant cette présentation, je vais vous parler un peu chronologiquement, effectivement, du choix du statut juridique, du choix du régime fiscal, parce que ces deux éléments vont ensuite déterminer le statut, le régime social du dirigeant. Je vais aussi vous parler, bien évidemment, des formalités, des aides, de l'ACRE, par exemple. On va voir qu'il y a des modifications en cours, donc on va essayer d'y voir un petit peu plus clair là-dessus. Des cotisations, bien évidemment, ça sera un des cœurs du sujet aujourd'hui, mais aussi des droits qui vont découler de ces cotisations. Et puis, je vois qu'il y a déjà pas mal de questions assez précises. Ne vous inquiétez pas, je vais détailler selon les différents statuts, les auto-entrepreneurs, d'une part, qui ont un statut particulier, que ce soit pour les déclarations et le paiement des cotisations, et puis pour les autres, dit au régime réel, que ce soit en entreprise individuelle ou en société, je vais vous détailler ce process de déclaration, de calcul des cotisations, de paiement et aussi des droits. Et puis enfin, je finirai par les offres de services. Alors, avant de démarrer, quand même quelques mots sur l'URSSAF, sur les missions de l'URSSAF. Pour rappel, tout le monde, Tulandi Angel connaît l'URSSAF, mais tout le monde ne connaît pas forcément très clairement les missions de l'URSSAF et même, j'irai plus loin, le fonctionnement général de la protection sociale en France, parce qu'il y a aussi beaucoup de choses qui sont assez automatiques. Les gens n'ont pas forcément une vue globale du mécanisme. Donc la protection sociale en France, c'est quoi? C'est d'abord des besoins. On va avoir des besoins santé, vieillesse, logement, emploi, famille, voilà. Et ces besoins, pour y répondre, ça passe bien évidemment par un financement. Et le principe fondateur de la sécurité sociale, qui fête ses 80 ans, c'est la solidarité. C'est-à-dire que on va, pour résumer de façon générale, on va cotiser, on va contribuer selon ses moyens, c'est-à-dire ses revenus, et on va bénéficier de prestations selon ses besoins. Voilà, ça c'est l'idée générale. Donc, on paye des cotisations qui vont financer le modèle social et qui vont permettre à chacun donc, de bénéficier de prestations tout au long de sa vie et de ses besoins tout au long de sa vie. Donc, cette solidarité nationale donc, est garantie par le financement des cotisations sociales. Qui gère ce financement? C'est l'URSSAF, il y a une caisse nationale, il y a 27 caisses régionales en métropole et en outre-mer. Pour vous donner un ordre d'idée des volumes, et on est parti sur une base 100, sur 100 € de cotisation, que vont financer ces 100 € de cotisation? Alors, on voit très clairement qu'il y a deux risques principaux. C'est en premier lieu la maladie,
et puis 38, et puis ensuite la retraite, 29. On voit que ces deux postes-là représentent les 3/4 de la protection sociale. Puis vient la famille, le chômage, l'autonomie. Puis ensuite, il y a des risques plus faibles, en tout cas en termes de volume. Il y a 27 millions de salariés, il y a 12 millions d'employeurs et d'entrepreneurs en France. Voilà, c'était pour vous donner un ordre d'idée chiffré. On a développé l'année dernière, il y a un peu plus d'un an maintenant, un site qui s'appelle « À quoi servent les cotisations ?» tout attaché. Et sur ce site, le lien est dans les liens diffusés, vous permet de voir très concrètement toutes les prestations auxquelles on a droit. Et parfois, on ne pense même pas forcément automatiquement qu'on bénéficie de ces prestations, parce que tout simplement, elles sont automatiques. Donc, je vous invite quand même à aller, là, on ne pourra pas le détailler, mais je vous invite à aller voir sur cette page qui est bien faite, c'est une ergonomie très, très, très simple, où vous voyez très concrètement, par grand thème, à quoi servent les cotisations que vous versez. Donc, l'URSSAF, c'est aussi l'accompagnement des employeurs, des entrepreneurs. Et ça, dès le démarrage, avant même le démarrage, c'est ce que je fais par exemple aujourd'hui pour des porteurs de projets, on va pouvoir donner des conseils avant le démarrage, pendant ensuite la phase de création et la phase de début d'activité qui va varier chez nous de 9 à 15 mois, on va dire, selon le statut, parce qu'il va y avoir des règles spécifiques en début d'activité, ensuite en rythme de croisière et jusqu'à la fin d'une activité ou une prise de retraite. Voilà. Donc tout au long de la vie de l'entreprise, on va accompagner les indépendants d'une part et les employeurs d'autre part. Et puis l'URSSAF, ça c'est une mission qui est aussi relativement connue, c'est garantir les droits sociaux, l'équité entre les acteurs économiques. Ça passe bien sûr par des contrôles pour vérifier si les déclarations sont correctes, et aussi pour lutter contre la fraude et l'évasion sociale. Alors, on rentre dans le vif du sujet avec la création de son activité. Et là, on est déjà dans une phase, on va dire, où vous êtes dans les starting blocks, vous êtes prêt à créer, comme tu l'as dit, Anne-Gaëlle. Le choix du statut juridique, c'est quelque chose qui se décide presque en dernier, quand on a étudié, on a fait une étude de marché, on a fait des business plans, on a quand même vraiment travaillé sur son projet, et à ce moment-là, on va choisir le statut juridique qui correspond le mieux à son activité, à son projet, à sa situation personnelle aussi. Il n'y a pas de bon ou de mauvais statut, il y a des statuts qui vont fonctionner mieux dans certaines situations et mieux dans d'autres. Donc on a ce tableau qui vous présente un petit peu l'offre des différents statuts juridiques, avec un code couleur, parce que selon si on est seul ou selon si on est plusieurs, ce ne seront pas les mêmes statuts juridiques qui seront disponibles. Donc en bleu si on est seul, en violet si on est plusieurs. Et puis vous voyez aussi distinctement, parce qu'il y a deux grilles de lecture, deux familles en fait, parce qu'il y a deux colonnes, la famille des travailleurs non salariés, les TNS, et la famille des assimilés salariés. On verra qu'il y a des différences aussi importantes entre ces deux familles. Donc si vous êtes seul, vous allez pouvoir créer, dans la forme la plus simple, l'entreprise individuelle. L'entreprise individuelle, donc là c'est sur la gauche, sur le tableau. Une entreprise individuelle, juridiquement parlant, c'est la personne physique, vous, le dirigeant d'entreprise, et l'entreprise ne font qu'une seule et même personne. Et dans cette entreprise individuelle, ce que je détaillerai un peu plus tard, on va avoir deux régimes fiscaux possibles différents, soit le régime de la micro, qui sera donc l'auto-entrepreneur. L'auto-entrepreneur, c'est une entreprise individuelle, mais au régime micro. Mais on pourra aussi être en entreprise individuelle au régime dit réel, avec une comptabilité réelle. On pourrait être aussi en ERL, là c'est une société, c'est une personne morale. Il y aura un gérant associé unique. Et dans ces deux cas de figure, on sera donc le travailleur non salarié. Toujours dans les travailleurs non salariés, si on est plusieurs, on pourra créer une SARL, ou si on est gérant majoritaire ou membre d'un collège majoritaire, si on est co-gérant avec au moins 51% des parts, on sera là aussi dans la famille des travailleurs non salariés. Autre catégorie, les assimilés salariés. Pour les assimilés salariés, on va retrouver très majoritairement les présidents de SASU s'ils sont seuls, ou les présidents de SAS s'ils sont plusieurs actionnaires au capital social. Et vraiment à la marge, alors les gérants minoritaires de SARL,
Et puis en EURL, on l'a mis parce que ça existe, mais c'est très très rare, les gérants qui ne seraient pas associés, mais bon, ça c'est vraiment rarissime. Donc dans les assimilés salariés, on a quand même très majoritairement donc, les SASU, les SAS et éventuellement les SERL avec une gérance minoritaire. Donc ça c'est pour la cartographie, on va dire, du statut juridique. Le deuxième point, c'est le régime fiscal de l'entreprise. Et selon ce régime fiscal, on va voir que ça va découler avec un statut et un régime social du dirigeant qui va être différent. Deux possibilités au niveau du régime fiscal. D'une part, le régime de la micro-entreprise. Donc, comme je l'ai dit déjà en introduction, les auto-entrepreneurs sont des entreprises individuelles, mais au régime spécifique de la micro-entreprise. Si on voulait résumer en une phrase, en micro-entreprise, on n'a pas de comptabilité réelle. Une comptabilité sert à faire une balance entre les entrées et les sorties. Eh bien, en auto-entrepreneur, on n'aura pas cette comptabilité, c'est-à-dire qu'il n'y aura que les entrées qui seront à déclarer, le chiffre d'affaires. Et on va aussi, je vais en parler plus en détail, mais c'est donc un régime qui fonctionne bien ou très bien à partir du moment où on a peu de dépenses, peu de charges, puisqu'on ne pourra pas les déduire, puisqu'on n'aura pas de comptabilité. Et à l'inverse, le régime réel, donc en comptabilité réelle, bien là, on aura une comptabilité souvent gérée donc par un comptable qui va faire un bilan. Et là, on va pouvoir déduire dans la comptabilité l'intégralité des dépenses, des charges et des frais d'exploitation de l'entreprise. Donc là, évidemment, c'est intéressant à partir du moment où on a des charges, un local, des loyers, des investissements, des machines, des salariés, etc., etc. Au régime réel, il y aura deux possibilités au niveau du régime fiscal, soit l'IR, l'impôt sur le revenu, soit l'IS, l'impôt sur les sociétés. Alors, depuis quelques années, les options existent en fait pour toutes les formes juridiques, qu'on soit en entreprise individuelle, EURL, SARL, SASU ou SAS, on peut opter pour l'IR ou pour l'IS sous réserve de conditions, mais très majoritairement, les entreprises individuelles sont à l'IR, l'impôt sur le revenu, et les sociétés eh bien, sont à l'impôt sur les sociétés à l'IS. Sur un autre slide, je vous expliquerai très clairement l'impact du régime fiscal sur la nature du revenu du dirigeant qui va servir d'assiette de calcul de l'impôt d'une part, mais aussi des cotisations sociales. Donc ces deux éléments qu'on vient de voir, le statut juridique et le régime fiscal de l'entreprise, vont déterminer le régime social du dirigeant. Et là, on va avoir trois grands cas de figure. Alors, les deux premiers cas, on a un code couleur, on a deux violets, en fait, un violet plus foncé et un violet clair, parce que ces deux premières catégories, l'auto-entrepreneur et le travailleur non salarié, en fait, l'auto-entrepreneur, c'est un travailleur non salarié aussi, mais avec des spécificités, c'est pour ça qu'on l'a mis à part, mais il n'empêche que ça fait quand même partie des travailleurs non salariés. Donc, l'auto-entrepreneur, le travailleur non salarié, on va dire classique, au régime réel, et puis, troisième cas de figure, eh bien, ce seront les assimilés salariés, où là, on est vraiment sur un statut différent, puisqu'il sera à mi-chemin entre l'indépendant et le salarié. Premier cas de figure, donc l'auto-entrepreneur. L'auto-entrepreneur, je l'ai dit, je le répète, c'est un statut au régime fiscal de la micro. Et donc, il n'y aura pas de déduction possible des charges, puisqu'il n'y aura pas de comptabilité réelle. Pratiquement tout le monde peut être auto-entrepreneur, sauf certaines activités comme les professions libérales réglementées, les avocats, les médecins ou les activités agricoles, par exemple. C'est un régime qui va être basé sur le chiffre d'affaires. Pardon, le chiffre d'affaires, c'est les recettes, tout ce qui rentre dans la caisse de l'entreprise, sans aucune déduction, et qui sera limité à un plafond de chiffre d'affaires à ne pas dépasser selon la nature d'activité. Alors, à ne pas dépasser, on pourra dépasser, mais si on dépasse, on passera automatiquement au régime réel. Et puis, il y aura aussi une franchise de TVA. Donc là, c'est un autre seuil où vous ne serez pas collecteur de la TVA, vous ne facturez pas la TVA jusqu'à un certain seuil. Et au-delà de ce seuil, eh bien, vous allez devenir collecteur, c'est-à-dire que vous allez facturer et reverser la TVA au centre des impôts, mais vous pourrez aussi la récupérer en tant qu'acheteur si vous achetez des produits dans le cadre de l'exercice de votre activité. Deuxième statut, intermédiaire entre guillemets,
c'est le statut des travailleurs non salariés, donc au régime réel. Là, on va retrouver les entreprises individuelles, les gérants majoritaires d'EURL ou de SRL. Là, on est au statut fiscal du réel, on est sur un statut non cadre. Les cotisations vont être basées donc, sur le revenu net. Et on verra qu'il y aura deux cas de figure, soit du bénéfice, soit de la rémunération de gérance. Et puis, troisième cas de figure, eh bien, ce sont les assimilés salariés. Bon, là, on va retrouver, je l'ai dit, principalement les présidents de SASU de SAS, mais aussi les gérants minoritaires de SRL. Dans assimilés salariés, alors il y a salariés, donc il va y avoir des similitudes avec les salariés. La première, ça va être que le revenu sera un salaire. Il y aura des cotisations qui vont être plus importantes que pour les deux autres régimes parce qu'il y aura une part patronale, une part salariale. On va être sur un statut cadre. Donc voilà. Mais on aura aussi une protection sociale qui va être un petit peu plus riche que pour les deux autres. Au niveau des formalités, quand vous aurez fait ce choix de statut juridique et vous serez prêt à vous inscrire, eh bien, il faudra vous rendre sur le guichet unique qui existe depuis maintenant, on va rentrer en 4e année, sur formalité.entreprise.gouv.fr. Toutes les formalités d'entreprise, quel que soit le statut juridique, quelle que soit la nature d'activité, doivent passer par ce guichet unique qui est géré par l'INPI. Et donc, vous faites cette formalité et cette formalité va être transmise automatiquement à tous les organismes qui sont concernés. Donc, l'INSEE en premier lieu, qui va vous générer un numéro de SIRET, et puis ensuite le centre des impôts, l'URSSAF, la caisse maladie, la caisse retraite. Et même chose quand vous aurez à faire une modification ou une radiation ou une dissolution, eh bien, il faudra toujours repasser par le guichet unique afin que tous les organismes soient automatiquement informés de cette situation. Même pour des modifications plus simples, entre guillemets, vous allez changer d'adresse si c'est le siège de l'entreprise, un auto-entrepreneur par exemple, pour l'écrasante majorité, le siège de l'entreprise, c'est leur adresse de domicile. Vous déménagez, eh bien, il faut ne pas oublier d'aller sur le guichet unique pour enregistrer cette formalité pour que la formalité soit connue de tous les organismes. Quelles vont être les aides en début d'activité? Alors, principalement sur les cotisations sociales, il va y avoir l'ACRE. Si vous avez forcément suivi un petit peu l'actualité, vous savez que, eh bien, il y a des modifications en cours sur l'ACRE. Alors, je ne vais pas pouvoir trop m'engager parce que les décrets d'application ne sont pas passés. Donc, il y a des choses qui sont un peu floues et qui pourraient peut-être être recadrées. On ne sait pas exactement ce qui va être appliqué. En tout cas, pour l'instant, bien évidemment, l'ACRE s'applique toujours. La modification principale à partir du 1er janvier 2026, et on vous a mis un lien dans les liens disponibles, c'est qu'à partir du 1er janvier 2026, tout le monde doit remplir une condition et effectuer une demande, ce qui n'était pas le cas pour ceux qui étaient au réel jusqu'en 2025. Donc les conditions et les critères donc, à remplir pour bénéficier de l'ACRE, la première, bien évidemment, c'est être créateur ou repreneur d'une activité. Respecter un délai de carence de 3 ans entre deux bénéfices. Au cas où vous auriez déjà créé une entreprise et déjà bénéficié de l'ACRE auparavant, il faut qu'il y ait 3 ans entre le dernier jour où vous en auriez bénéficié et la création d'une nouvelle entreprise. Et puis, alors c'est là où ce n'est pas complet parce qu'on dit pour les auto-entrepreneurs et qu'à partir de 1er janvier 2026, c'est pour tout le monde, il faut appartenir à une certaine catégorie de personnes, principalement les demandeurs d'emploi indemnisés, bénéficiaires des minima sociaux, etc. Vous voyez sur la page dédiée, sur le lien que j'ai mis à disposition, il y a une dizaine de critères. Donc, il faut remplir un de ces critères et remplir une demande. Donc, si vous êtes auto-entrepreneur, la demande se fait toujours sur la page dédiée Demandez l'ACRE sur autoentrepreneur.usaf.fr. Mais si vous êtes indépendant au régime réel, hors auto-entrepreneur ou assimilé salarié, eh bien, il y a un formulaire en PDF téléchargé qui est disponible aussi sur cette page dédiée. On va vous la remettre dans le chat et il faudra l'envoyer à l'URSSAF. Je vous la remettre tout de suite dans le chat, comme ça vous la voyez aussi. Tac. Voilà, n'hésitez pas à aller regarder cette page en détail parce que vous retrouverez tous les éléments concernant l'ACRE, qui peut en bénéficier, les conditions, les avantages et comment bénéficier en remplissant ce formulaire.
Alors, on verra un petit peu plus loin quand je vais détailler entre les auto-entrepreneurs et les autres, quels seront très concrètement les avantages et l'exonération qui va s'appliquer. Alors, une fois mon activité déclarée, c'est-à-dire enregistrée au guichet unique, sous quelques jours, vous allez recevoir votre numéro de SIRET. Un numéro de SIRET se compose en fait de 14 chiffres. Il faut quand même connaître un petit peu cette règle. Elle se compose d'un numéro de sirène qui est composé de 9 chiffres, qui est l'identification d'entreprise. Si vous êtes en entreprise individuelle, en auto-entrepreneur par exemple, eh bien, ces 9 chiffres sont rattachés à vous en tant que personne physique. Donc, ils ne changeront jamais. Vous pouvez radier l'entreprise, la recréer 3 ans plus tard, c'est le même sirène qui va sortir. Et puis 5 autres chiffres qui sont le NIC, l'identification de l'établissement, c'est-à-dire lié à l'adresse de l'établissement. Et là, eh bien, chaque fois que l'adresse du siège va changer, les 5 derniers chiffres vont changer. Alors généralement, c'est 3 zéros puis 2 chiffres, mais voilà. Donc il faut savoir que le SIRET peut changer, c'est-à-dire les derniers chiffres du NIC, s'il y a une modification d'adresse. Vous allez aussi recevoir une attestation d'affiliation à la sécurité sociale, ça c'est un courrier généraliste, une attestation d'affiliation à l'URSSAF. Donc ça va mettre en moyenne 4 semaines, et c'est à partir du moment où vous recevez cette attestation que vous allez pouvoir aller sur l'espace en ligne pour créer votre espace en ligne, soit sur autoentrepreneur.ursaf.fr si vous êtes auto-entrepreneur, soit sur ursaf.fr pour tous les autres. Et puis un document aussi à compléter de la part des impôts pour les taxes à venir, en l'occurrence la CFE, la cotisation foncière des entreprises, mais on verra que cette CFE est exonérée, en tout cas pour les auto-entrepreneurs, la première. Au niveau des cotisations que vous allez devoir payer, il faut distinguer alors, un bloc qui va s'adresser à tout le monde va payer ses cotisations, maladie, maternité, indemnité journalière pour les arrêts maladie, les allocations familiales, la CSG, la CRDS, la formation professionnelle, la retraite de base, la retraite complémentaire obligatoire, deuxième niveau de retraite, et l'invalidité décès. Donc ça, tous les statuts vont payer ces cotisations sur la base, bien évidemment, de leurs revenus. Et puis, il y a des cotisations qui vont s'appliquer que pour certaines catégories, en l'occurrence les assimilés salariés. Là, il va y avoir une complémentaire retraite cadre et une prévoyance qui va être obligatoire. Et pour les actions du travail aussi, la cotisation sera inclue automatiquement pour les assimilés salariés, ce qui n'est pas le cas des travailleurs indépendants non salariés. Au niveau de vos droits, alors vous allez être affilié au régime général de la sécurité sociale, puisque depuis 2020, les indépendants ont été rattachés au régime général. Alors, plusieurs assurances, je l'avais un peu dit en présentation. La première, c'est la couverture maladie. Alors, pour la couverture maladie, il faut quand même distinguer plusieurs choses. La couverture maladie, elle est universelle depuis 2001, c'est presque 25 ans. Universelle veut dire que tout le monde bénéficie des mêmes remboursements santé base sécu, donc gérés par la caisse primaire d'assurance maladie, quel que soit son statut, quel que soit son revenu. Vous allez voir un médecin, vous achetez des médicaments, vous n'êtes pas plus ou moins remboursé, peu importe votre statut, vos revenus, les remboursements sont identiques pour tous. C'est universel. Mais toujours dans le cadre de la maladie, en cas d'arrêt maladie, là, on peut toucher des indemnités journalières. Les indépendants, bien évidemment, bénéficient de ces indemnités journalières, au même titre que les salariés, mais là, ça sera calculé sur la base du revenu déclaré. Et quand on est salarié ou assimilé salarié, c'est sur la moyenne des 3 derniers mois de revenus. Quand on est indépendant, c'est sur la moyenne des 3 dernières années. Mais à revenu équivalent, les indemnités journalières seront les mêmes. Au niveau des prestations famille, c'est la CAF qui le gère. Donc là, ce n'est pas tout à fait universel parce qu'il y a quand même des plafonds de revenus, mais les droits ne dépendent pas de votre statut juridique, mais de votre situation personnelle, familiale et aussi une partie de vos revenus. Troisième point, ça va être la retraite. Alors pour la retraite, là, on n'a mis qu'une ligne, on pourrait développer très longuement, mais sans vous faire un cours d'histoire, et contrairement à énormément d'idées reçues, les indépendants n'ont pas moins de retraite que les salariés, puisqu'ils sont rattachés au régime, alignés au régime général depuis 1973.
En clair, ça veut dire que les indépendants, les commerçants, les artisans, les professions libérales aujourd'hui, ont le même système de calcul de retraite que les salariés. La formule est absolument la même. 50% du revenu professionnel moyen sur les 25 meilleures années. Ce qui peut évidemment changer sur le résultat, c'est le revenu déclaré, puisque ça sera calculé sur la moyenne des revenus déclarés. Donc il faut aussi avoir ça en tête. Et puis, sans vouloir trop rentrer dans le détail, mais quand même, je vous donne cette information, les salariés ou les assimilés salariés, leur revenu en réalité, c'est leur brut, c'est le revenu qui sert de calcul à leur droit, et en particulier à leur droit retraite. Pour les indépendants, si on est au GMRE, il n'y a pas de brut, ça va être directement le net pour un gérant du RL ou des SRL, par exemple. Et pour les auto-entrepreneurs, parce que j'ai vu qu'il y avait quand même beaucoup d'auto-entrepreneurs, le revenu n'est pas chiffre d'affaires. Les droits ne sont pas calculés sur le chiffre d'affaires, ils seront calculés sur le chiffre d'affaires moins l'abattement fiscal selon la nature d'activité. Il y en a 3 principalement, mais par exemple pour les activités en BNC qui sont nombreuses, eh bien, il y a un abattement à 34%, ce qui veut dire que votre revenu pris en compte pour le calcul de vos droits, en l'occurrence là pour la retraite, sera de 66% de votre chiffre d'affaires. Donc il faut quand même connaître ces règles pour ne pas avoir de mauvaises surprises. Mais donc à revenu équivalent déclaré, eh bien, les droits de retraite seront les mêmes comme pour les annuités journalières. Et puis enfin, la formation, les droits à la formation professionnelle. Alors, quand vous passez en travailleur indépendant, si vous êtes auto-entrepreneur ou travailleur non salarié, vous allez bien évidemment cotiser pour la formation professionnelle, vous allez vous générer des nouveaux droits, mais qui ne seront pas crédités sur votre compte CPF, qui seront par ailleurs gérés par des organismes spécifiques, il y en a 3 en l'occurrence, selon la nature de votre activité. Alors, on passe maintenant un peu plus sur le détail du calcul des cotisations sociales et on va commencer donc par les auto-entrepreneurs parce qu'eux, ils ont un calcul qui leur est propre, hein, qui est spécifique, qui va être basé sur le chiffre d'affaires, je le rappelle, hein, ce sont les recettes sans aucune déduction. Vous allez déclarer tous les mois ou tous les trimestres votre chiffre d'affaires à l'URSSAF sur le site ou l'application mobile auto-entrepreneur.ursaf.fr et vous allez avoir un taux de cotisation qui va être différent selon la nature de votre activité. Alors, pour l'instant, l'ACRE, sous réserve de modification, mais à ce jour, eh bien, le taux de cotisation, il sera de 50% si vous bénéficiez de l'ACRE pendant une période de 3 trimestres civils qui suivent le trimestre d'affiliation. Si on est en vente, eh bien, le taux sera de 6,2, en prestation 10,6, en BNC 12,3. Et puis les activités rattachées à la caisse de retraite CIPAV, 13,9. Et puis ensuite, à l'issue de cette période, ou dès le démarrage, si vous ne bénéficiez pas de l'ACRE, ou à l'issue de l'ACRE, eh bien, vous allez passer en rythme de croisière, où là, vous voyez les taux 12,3, 21,20 pour les BIC, 24,6 pour les BNC et 23,20 pour la CIPAV. Vous avez aussi la possibilité, mais ça c'est une option qui n'est pas obligatoire, d'opter donc pour le versement libératoire de l'impôt. Le versement libératoire de l'impôt permet aux auto-entrepreneurs de payer l'impôt sur un pourcentage fixe en même temps que leur cotisation sociale, le tout à l'URSSAF, nous on va reverser la partie impôt. Et donc, les deux vont s'additionner, vous payez un pourcentage global pour les deux. Je prends l'exemple des BNC, donc c'est la 3e ligne. Eh bien, le pourcentage d'impôt pour le versement avec le versement libératoire est de 2,2. Donc 24,6 plus 2,2, on va être à 26,8. Vous aurez payé les cotisations sociales et l'impôt. Attention quand même à cette option. Ne pas opter sans savoir et sans avoir fait le calcul et surtout des simulations. Vous pouvez aller sur le site impôt.gouv.fr et faire une simulation. Vous ne pouvez pas faire un comparatif direct, il faut faire une simulation avec le versement et une simulation sans le versement pour comparer ce qui est le plus intéressant pour vous. Parce que si vous optez, vous paierez automatiquement ce pourcentage d'impôt et on ne vous remboursera pas, les impôts ne vous rembourseront pas l'année suivante. Hein. Vous aurez opté, vous pourrez changer pour une année, mais ça sera quand même gelé pour une année. Ça peut ne pas être intéressant, surtout si on a un chiffre d'affaires qui n'est pas très élevé et qu'on ne serait pas imposable au calcul classique. Donc, n'optez pas comme ça sans avoir fait vos simulations pour savoir si le versement est intéressant ou pas pour vous. Au niveau de la déclaration des cotisations et le paiement pour les auto-entrepreneurs, eh bien, ça se passe sur www.autoentrepreneur.ursaf.fr ou l'application mobile, je l'ai dit. Pour la première déclaration et le premier paiement, il y aura au moins 90 jours
avant la première déclaration et le premier paiement. Et puis ensuite, en rythme de croisière, eh bien, vous paierez idéalement, on va dire, tous les mois. Alors surtout, si vous êtes inscrit à France Travail, là, vous optez impérativement pour la déclaration mensuelle. Je l'avais vu rapidement au démarrage dans les questions, la déclaration, elle est obligatoire. Donc, quel que soit le montant du chiffre d'affaires, y compris quand le chiffre d'affaires est à zéro, il faut faire sa déclaration. C'est très simple. Si un mois, par exemple, si vous êtes en mensuel, un mois, vous avez déclaré 1 000 euros, encaissé 1 000 euros, vous déclarez 1 000 euros. Si un mois, vous avez encaissé zéro, eh bien, vous allez faire votre déclaration, vous remplissez zéro et vous validez. Au moins, on sait que vous avez fait votre déclaration. Ça, c'est très important parce que s'il y a des déclarations manquantes, c'est bloquant au niveau du compte, vous ne pouvez pas obtenir vos attestations, etc. Et donc voilà, donc soit sur le site, soit sur l'application mobile, vous pouvez payer en télépaiement ou en carte bancaire. Pour les auto-entrepreneurs, au niveau de la sortie du dispositif, alors il y aura plusieurs cas de figure, deux grands cas de figure, soit le développement de l'entreprise, soit l'absence ou l'arrêt d'activité. Dans le cas du développement de l'entreprise, on peut avoir la bascule volontaire dans le régime réel. Ça, c'est quelque chose qui est parfois pas très bien compris et pas très bien utilisé. Je rencontre, sans vouloir trop généraliser, je rencontre beaucoup d'auto-entrepreneurs qui ont tendance à vouloir rester auto-entrepreneur. Tant qu'ils ne dépassent pas le plafond, ils se disent « je reste auto-entrepreneur ». Alors, ça peut être intéressant, principalement pour des activités, par exemple en BNC, mais il y a des activités où, même si on n'a pas dépassé le plafond, il n'est plus intéressant de rester auto-entrepreneur, tout simplement parce qu'on va avoir des charges plus importantes en développant son activité et on va avoir besoin d'une comptabilité réelle. C'est là où on peut volontairement basculer au régime réel d'imposition pour pouvoir sortir une comptabilité réelle et déduire ses charges. Deuxième cas de figure, c'est le dépassement des seuils de plafond de chiffre d'affaires 2 années consécutives. Si vous dépassez 2 années consécutives, vous recevrez une notification comme quoi vous allez basculer automatiquement au régime réel à effet du 1er janvier de l'année suivante. Et puis les deux autres cas de figure, eh bien, c'est l'absence de chiffre d'affaires. Si vous déclarez zéro pendant 24 mois, c'est-à-dire 2 ans, vous serez là aussi prévenu le mois ou le trimestre précédent et on va radier automatiquement votre auto-entreprise. On va considérer que si pendant 2 ans, il n'y a pas 1 euro qui est rentré dans la caisse de l'entreprise, alors ce n'est pas une punition, c'est juste que principalement pour des raisons statistiques, on va radier les comptes. Ça ne vous empêcherait pas, 6 mois, 1 an, 2 ans plus tard, de recréer une auto-entreprise. Et enfin, le dernier point, c'est la cessation d'activité. Si vous arrêtez votre activité en tant qu'auto-entrepreneur, il faut impérativement retourner sur le guichet unique de l'INPI, dont j'ai parlé tout à l'heure, formalité.entreprise.gouv.fr, pour enregistrer votre radiation pour que tous les organismes soient informés de la radiation. Ça reste gratuit, les formalités restent gratuites pour les auto-entrepreneurs. Alors, je regarde rapidement au niveau des questions. Si on a des questions. Alors, créer 2 micros. Non. On ne peut pas créer. Alors déjà, en micro, ça va être une entreprise individuelle. On ne peut créer qu'une seule entreprise individuelle. Et on ne pourra pas l'accumuler avec une EURL, par exemple, principalement pour des raisons fiscales et de gestion. Vous ne pouvez pas cotiser d'une part en micro et d'une part en EURL. Alors, par contre, la question suivante de Sophie, peut-on être en même temps auto-entrepreneur et assimilé salarié? Alors là, la réponse est oui. On peut cumuler un statut d'auto-entrepreneur et par ailleurs un statut d'assimilé salarié dans le cadre d'une SASU, par exemple. La question surtout, c'est de savoir à quoi ça sert. Il faut que ça soit 2 activités bien distinctes. Attention, parce que quand c'est la même activité, si c'est pour éviter le dépassement de plafond, s'il y a des contrôles, ça peut ne pas bien se passer. Donc, il faut que ça soit justifié dans le sens où il faut que ce soit 2 activités distinctes. Là, j'ai un peu répondu, mais je réponds, Camélia nous demande si on a un chiffre d'affaires de 0. Eh bien, en tant qu'entrepreneur, on ne paye pas de cotisation, ce qui ne sera pas le cas pour le régime réel. Je vais le voir juste à la suite. Je prends quelques questions un petit peu au hasard et puis je reprends le fil. Alors, où faire la déclaration si on choisit de ne pas être auto-entrepreneur? La déclaration de la création d'entreprise, c'est sur le guichet unique. Ça, c'est pour tout le monde pareil. On ne va pas choisir le régime micro. Et ensuite, au niveau des déclarations de revenus, ça va différer. Ça, je vais le présenter juste après avec le régime réel. Mais ça sera soit
au centre des impôts pour les déclarations de revenus en tant que TNS, soit des DSN si on est assimilé salarié, ce sera des salaires à déclarer tous les mois via Net Entreprise. Alors, répétez le lien pour la simulation impôt. Alors, il n'y a pas de lien, il faut aller sur son espace impôt.gouv et là, vous pouvez simuler l'impôt avec le versement libératoire et sans le versement libératoire. C'est quelque chose qui est vraiment propre à chacun selon son niveau d'imposition. Alors, je vais continuer, je reprendrai les questions à la fin, pas de problème. Hein, je vais continuer le déroulement de l'intervention. Et là, on va maintenant passer au régime réel. Donc, on quitte les auto-entrepreneurs. Maintenant, on part sur le régime réel. Et au régime réel, souvenez-vous, dans la présentation, deux grandes familles, soit les TNS, les travailleurs non salariés d'une part, soit les assimilés salariés d'autre part. Alors, des grandes différences entre les deux et en premier lieu, des grandes différences de montant de cotisation. Si on est, là, on vous a mis un tableau qui pourrait être affiné avec nos simulateurs à l'euro près, mais c'est juste pour déjà vous donner un ordre d'idée. Si on est en TNS, travailleur non salarié, c'est-à-dire entreprise individuelle, EURL ou SARL, et qu'on part sur un revenu net de 30 000 € par an. Alors, pourquoi on a pris ce revenu? On va dire c'est un revenu moyen, moyen plus, alors que vous allez démarrer l'activité. Et je suis sûr qu'en vous montrant ça, il y en a plein qui se sont dit, oui, mais attendez, moi, la première année, je ne vais pas gagner d'argent ou je vais pas. L'intérêt des simulateurs est de savoir combien ça va coûter. C'est à partir du moment où on va gagner de l'argent dans l'entreprise. Parce que si on ne gagne rien, ça va coûter rien si on en assume des salariés et presque rien quand on est travailleur non salarié. Donc l'idée des simulateurs et de l'anticipation, c'est de savoir combien ça va coûter à mon entreprise à partir du moment où je vais gagner de l'argent. Donc avec un revenu net de 30 000 € par an, si on est en TNS, EI, EURL ou SARL, les cotisations, alors c'est un petit peu moins, on va le voir avec les simulateurs, mais à peu près 50%, un peu moins, 15 000 €. Le coût total pour l'entreprise, c'est 45 000 €. Là aussi, attention à quelque chose qui peut paraître intuitif de se dire je gagne tant et je paye des cotisations, ça serait moins. Non, les cotisations, c'est plus, c'est un coût pour l'entreprise. Si je gagne 30 000 € et que les cotisations sont de 15 000, j'ai gagné 30 000 €. On ne me prend rien sur mes 30 000 €. Ça coûte 45 000 € à l'entreprise en termes comptables. Si je suis assimilé salarié et donc que j'ai par exemple une SASU ou une SAS et que je vais avoir les mêmes 30 000 € de salaire, j'aurai gagné le même argent. Par contre, les cotisations vont être d'un peu plus de 80% de cotisations, 24 000 €. Le coût pour l'entreprise, lui, sera de 54 000 €. Donc là, on est quand même sur un différentiel qui est important et qui est important à connaître. Si je rentre un peu plus dans le détail, je vous avais dit tout à l'heure, au régime réel, on va avoir deux cas de figure possibles, soit l'IR, l'impôt sur le revenu, soit l'IS, l'impôt sur les sociétés. Si l'entreprise est soumise à l'IR, l'impôt sur le revenu, si on simplifie à l'extrême une comptabilité, on va partir du chiffre d'affaires, donc ici en bleu les recettes. Les auto-entrepreneurs s'arrêtent là puisqu'eux, ils n'ont pas de comptabilité, mais une comptabilité réelle va permettre de déduire les charges et les frais d'exploitation, les cotisations, en fait, toutes les dépenses. Et va sortir un bénéfice net. Donc ça, c'est l'année suivante, votre comptable va vous sortir un bilan et le bénéfice, et c'est ce qui servira de base de calcul à votre impôt et à vos cotisations sociales. L'inconvénient ici, en tout cas sur la partie sociale, c'est que quand on est à l'IR, on ne peut pas maîtriser son revenu, on ne peut pas décider quel va être son revenu, il faut attendre l'année suivante et l'exercice comptable et le bilan comptable. Vous ne pouvez pas dire je veux 30 000 € de bénéfice. Ça, ce n'est pas possible. Il faut attendre le bilan comptable pour déterminer le bénéfice. Donc, il y a quand même un inconvénient important qui est le manque de visibilité. Vous ne savez pas pendant l'année N combien vous allez gagner et c'est que seulement l'année suivante, quand votre comptable vous sortira votre bilan et que vous allez faire votre déclaration d'impôt, que vous allez connaître votre revenu, le déclarer et risque de régularisation si les revenus sont plus élevés que les bases qu'on avait connues pendant l'année. Donc ça, c'est un risque. Deuxième cas de figure, c'est l'IS, l'impôt sur les sociétés. Alors, ça paraît un peu plus compliqué, mais en réalité, vous allez voir qu'ici, vous avez une maîtrise beaucoup plus grande. On part toujours, bien évidemment, du chiffre d'affaires, des recettes. Mais dans la comptabilité, donc là, en violet, on va déduire les charges, les frais d'exploitation, et le revenu du dirigeant, la rémunération du gérant, c'est un poste de charge pour l'entreprise. Et les cotisations sociales qui seront calculées dessus sera aussi, bien évidemment, une charge pour l'entreprise.
L'intérêt ici, c'est que le dirigeant va pouvoir se fixer un montant de revenu connu à l'avance, alors qu'il peut moduler pendant l'année, hein, mais si vous vous dites je vais prendre 2 000 euros par mois, eh bien, vous savez que votre revenu, c'est 24 000 euros. Donc, vous pouvez anticiper aussi le montant des cotisations. Donc là, il y a beaucoup moins de risques de régularisation et de mauvaises surprises. Alors, le bénéfice, là, du coup, ce n'est pas le bénéfice du dirigeant, c'est le bénéfice de l'entreprise à l'IS qui doit payer l'impôt sur les sociétés, 15% et 25% au-delà de 42 500. Et les dividendes doivent être aussi soumis à des prélèvements sociaux de 17,2% avant de pouvoir les toucher. Donc, c'est une autre articulation comptable avec quand même à l'IS une maîtrise beaucoup plus grande puisqu'on va pouvoir décider du montant de son revenu. Si on est TNS, alors là, je vais aller un peu vite parce que je voudrais quand même garder du temps pour les questions. Pour les TNS, donc travailleurs salariés, au début d'activité, on ne va pas connaître votre revenu, on va vous appliquer une base forfaitaire. Pas de panique, vous allez pouvoir l'ajuster à n'importe quel moment en utilisant le revenu estimé. Ça, c'est quelque chose qui est un outil qui est vraiment très utile. Vous allez pouvoir payer vos cotisations mensuellement ou trimestriellement, le 5 ou le 20 de chaque mois en prélèvement automatique. Si vous optez quand même pour le trimestriel, là, c'est des échéances fixes, 5 février, 5 mai, 5 août, 5 novembre. C'est à éviter parce que ça fait des gros montants d'un coup et souvent, on va avoir des difficultés à le payer. Donc, il vaut mieux le lisser en prélèvement automatique. La déclaration, alors pour les TNS, comme je l'ai dit, contrairement aux auto-entrepreneurs qui déclarent du chiffre d'affaires tous les mois ou tous les trimestres, contrairement aux assimilés salariés qui déclarent des salaires tous les mois, eh bien en TNS, on ne va pas connaître votre revenu. Le revenu ne sera connu que l'année suivante au moment de la déclaration d'impôt et c'est le centre des impôts qui va nous l'envoyer. C'est à ce moment-là qu'on va faire la régularisation, donc en N+1. Donc, tout l'intérêt de faire une estimation, c'est gratuit, sur le site ursaf.fr, sur votre espace en ligne. Vous allez pouvoir estimer votre revenu pour être au plus proche du réel, pour éviter la régularisation l'année suivante. Si vous êtes assimilé salarié, donc principalement en SASU ou en SAS, vous allez devoir faire des DSN, des déclarations sociales nominatives, à partir du moment où vous allez verser un salaire. Tant que vous ne vous versez pas de salaire en SASU ou en SAS, vous n'avez pas de déclaration à faire, vous n'avez pas de compte à l'URSSAF et vous n'avez pas de cotisation à payer. Alors là, vous vous dites peut-être, ah ben chouette, attention aussi, pendant cette période, vous ne générez aucun droit. C'est-à-dire qu'à partir du moment où il n'y a pas de salaire, il n'y a pas de cotisation versée. Alors si vous êtes, tant que vous êtes indemnisé à France Travail, par exemple, vous continuez à générer des droits de retraite en particulier, mais il faut savoir que effectivement en SASU ou en SAS, si vous ne versez pas de salaire, pas de droit retraite, santé, voilà. Donc à l'issue de droits France Travail épuisés, là il faut évidemment vous verser un revenu. Je vous en avais parlé tout à l'heure, mais je vous montre ici, et puis il y a un lien direct sur les simulateurs. Vous avez tous les simulateurs sur une trentaine de simulateurs, mais en particulier des simulateurs entre les TNS et les assimilés salariés, où là vous retrouvez à l'euro près le montant des cotisations. Pour ne pas avoir de mauvaises surprises, c'est un outil qui est gratuit, hein, qui est très simple, qui est intuitif, où vous allez rentrer un revenu et vous allez savoir à l'euro près, imaginons en TNS, en URL ou en SRL, vous allez rentrer toujours le revenu de 30 000 euros, c'est l'exemple qu'on avait donné tout à l'heure, eh bien vous savez que le montant des cotisations sera de 13 000, un petit peu moins de 14 000 euros. Et donc, le montant, le coût total pour l'entreprise sera donc de 43 919. Si vous êtes en assimilé salarié, en SASU par exemple, vous versez 30 000 euros, eh bien, le montant des cotisations sera de 53 000, le montant, excusez-moi, des cotisations sera de 23 888, et donc le coût total pour l'entreprise sera de 53 888. Donc, n'hésitez pas à utiliser ces simulateurs. L'intérêt aussi des simulateurs, c'est que derrière, il ne va pas juste vous simuler les cotisations, il va vous simuler vos droits retraite, droit de retraite de base, droit retraite complémentaire, droit indemnité journalière en cas d'arrêt maladie, droit maternité, droit formation, droit accident du travail. Vous avez le simulateur qui va vous décliner tous ces droits. Donc, vraiment, je vous invite à aller sur nos simulateurs pour avoir des informations plus précises. Est-ce que vous pouvez exercer une activité indépendante et salariée à côté? Oui, bien sûr, on peut cumuler les deux. Dans ces cas-là, on ne paiera pas en double, on paiera des deux côtés sur deux revenus différents. Si vous êtes salarié, c'est votre employeur qui paye des cotisations sur la base de votre salaire. Et si vous êtes indépendant, vous payez vos cotisations sur la base du revenu d'indépendant. Il faut savoir que ces cotisations vont se
cumulés, en particulier pour la retraite, pour les arrêts maladie aussi, mais pour la retraite de base et pour la retraite complémentaire. Alors, pour la gestion, je vais un peu vite, il nous reste 10 minutes. On peut poursuivre un petit peu plus longtemps si on dépasse 1 heure, Anne-Gaëlle, ça ne posera pas trop de problème? Alors, pour moi, non. Après, c'est plus sur nos participants. Mais il n'y a pas de souci en ce qui nous concerne. Donc, mon conseil URSSAF, on a un certain nombre d'offres de services. Mes premiers mois avec l'URSSAF pour les travailleurs indépendants, auto-entrepreneurs pendant 9 mois, pour ceux qui sont réels pendant 15 mois. Là, une offre première embauche si vous voulez embaucher un salarié. La visite conseil aussi, là, ça s'adresse aux employeurs. Mon intéressement pour ursaf.fr, là aussi, c'est pour les employeurs. Pour les créateurs d'entreprise, donc mes premiers avec l'URSSAF, 9 mois pour les auto-entrepreneurs, 15 mois pour les autres. Vous recevez des informations personnalisées, une newsletter tous les mois, un entretien personnalisé. Donc, vous êtes suivi comme ça pendant cette période avant de passer en rythme de croisière. Et c'est gratuit, bien évidemment. Focus sur l'embauche d'un personnel salarié. Donc là, si vous voulez embaucher un salarié, il faut faire d'abord une DPAE, une déclaration préalable à l'embauche. Donc là, il y a un lien dédié sur ursaf.fr. Et puis, ensuite, eh bien, vous devrez bien évidemment faire des DSN sur notre entreprise. Généralement, ce sont les comptables qui le font, mais vous avez aussi la possibilité d'utiliser le service TES, le titre emploi service entreprise. Alors là, ça simplifie les formalités puisque c'est l'URSSAF qui va, suite à vos déclarations de revenus, générer les bulletins de salaire, qui va calculer les cotisations, contributions et impôts sur le revenu via les déclarations de salaire que vous allez faire par le TES. Et c'est gratuit. Il y a aussi un certain nombre d'aides en cas de difficulté. Alors, vous êtes en création d'entreprise, vous êtes porteur de projet, bien évidemment, on vous souhaite le maximum de réussite, mais les difficultés peuvent arriver et elles risquent d'arriver à un moment donné. Forcément, la règle d'or, c'est vous manifester dès la première difficulté. À l'URSSAF, on est à votre disposition. Souvent, d'ailleurs, les gens sont surpris de la façon dont ça se passe bien quand ils se manifestent en temps et en heure. Surtout quand on est en difficulté, ne pas faire l'autruche, ne pas attendre que la situation soit catastrophique. Évidemment, c'est comme la santé d'une personne. Plus on va attendre, plus les solutions seront difficiles à trouver. Donc, dès la première difficulté, on va pouvoir facilement, on va pouvoir faire une estimée de revenus pour voir les cotisations à la baisse éventuellement, vous accorder des délais de paiement de façon très souple au démarrage, des remises de majoration de retard, etc., etc. Donc, vraiment, ne pas hésiter. Puis, en cas de très grande difficulté, il y a aussi d'autres aides, l'action sociale qui existe et l'offre HELP, qui est une offre, on va dire, mutualisée entre tous les organismes de sécurité sociale. Avant de relire les questions et de prendre des questions pendant les 10 dernières minutes, je vous rappelle les dates clés. Pour un auto-entrepreneur, jour J, je déclare mon entreprise via le guichet unique sur formalité.entreprise.gouv.fr. Dès la création, j'effectue ma demande d'ACRE sur autoentrepreneur.sr.fr, la page dédiée Demander l'ACRE. Si vous êtes en périodicité mensuelle, vous pourrez anticiper vos déclarations, principalement pour fournir des justificatifs à France Travail. Et donc, si par exemple vous créez en janvier, alors la déclaration au plus tard c'est le 31 mai, mais dès le mois de février ou au pire mars, vous pourrez anticiper vos déclarations. Si vous êtes en trimestriel, c'est pareil, mais on va être en logique de trimestre civil. Si vous êtes travailleur non salarié au régime réel, donc EI, ERL ou SRL, même chose, on déclare son entreprise sur le guichet unique formalité.entreprise.gouv.fr. Au bout d'au moins 90 jours, eh bien, vous commencez à payer vos cotisations, soit en trimestriel, soit en mensuel. Je l'ai dit, j'insiste, je le répète, vous pouvez estimer vos revenus à n'importe quel moment pour ne pas rester sur la base forfaitaire et pour ajuster le montant de vos cotisations au plus proche de votre revenu réel. Ça, c'est via votre espace en ligne. Vous pouvez le faire plusieurs fois dans l'année. Chaque mois, chaque trimestre, vous payez vos cotisations. Si c'est par mois, eh bien, c'est en prélèvement automatique. Au mois de décembre, vous recevez un nouvel échéancier qui vous indique de vos cotisations sur l'année qui arrive. Et d'avril à juin, vous déclarez vos revenus au centre des impôts qui nous les transmettent pour qu'on puisse régulariser vos cotisations sur le revenu réel. Et enfin, si vous êtes assimilé salarié, donc en SASU ou en SAS, vous déclarez votre entreprise via le guichet unique, ça c'est la même chose pour tout le monde. Seulement quand vous versez un premier salaire, eh bien là vous faites une DSN, déclaration sociale nominative sur net entreprise. Tant que vous ne vous versez pas de salaire, eh bien vous n'avez rien à faire. À partir du moment où vous avez versé un premier salaire,
là, le système est enclenché et si un mois, vous ne versez rien, il faut faire une déclaration DSN à zéro. Vous pouvez adhérer aux thèses. Si vous embauchez un salarié, je l'ai dit, eh bien, il faudra faire une DPAE et ensuite les DSN tous les mois. Donc, vos contacts, des contacts différents, si vous êtes auto-entrepreneur, tout se passe sur autoentrepreneur.ursaf.fr, le site dédié. Pour les autres, sur ursaf.fr, l'espace en ligne. Et vous allez pouvoir aussi prendre des rendez-vous téléphoniques. Alors, le rendez-vous, c'est intéressant parce que vous choisissez l'heure, la date du rendez-vous et un agent, un gestionnaire vous rappelle et vous aurez pu préparer parce que vous aurez indiqué le motif, vous pouvez même joindre des pièces justificatives, etc. Et donc, on a un gain de temps au niveau plutôt que d'appeler une plateforme où il faut tout expliquer depuis le départ. Des rendez-vous téléphoniques, des rendez-vous visio, des rendez-vous présentiels. Et le numéro de téléphone, le 36 98 pour les auto-entrepreneurs. Pour les indépendants ou les assimilés salariés, en TNS, c'est le 36 98. En assimilé salarié, le 39 57. Mais le compte en ligne, ça se passe sur www.ursaf.fr. Alors, voilà, il nous reste quelques minutes, je vais essayer de reprendre. Alors, j'ai essayé pour faire gagner du temps de regrouper quelques grandes thématiques. Bon, oui. Parce qu'il y a énormément de questions et il y a aussi beaucoup de cas particuliers, donc on ne pourra pas répondre à toutes ces questions-là. En revanche, il y a quand même des choses qui reviennent régulièrement. Alors, premier point peut-être sur le nombre d'activités ou le type d'activité qu'on peut faire avec un même numéro de SIRET. Voilà, il y a plusieurs personnes qui posent la question de je me lance avec un type d'activité, je veux en créer une autre activité, est-ce que je peux le faire sous le même numéro de SIRET? Enfin, voilà, pas mal de questions autour de ça. Alors, là-dessus, le SIRET, ce n'est pas lié à l'activité, c'est lié à un statut juridique, comme je l'ai dit, de chiffres, et ensuite le NIC à l'adresse. Donc, on peut faire plusieurs activités. Vous pouvez créer au guichet unique une entreprise avec un seul siège, mais l'entreprise va avoir deux activités. Donc ça, vous avez parfaitement droit. Il faudra juste ajouter une activité sur le guichet unique. Vous voyez, hein, c'est très intuitif. Vous avez un onglet « Ajouter une activité », vous avez ajouté une autre activité. Là, du coup, il n'y aura qu'un seul SIRET parce qu'il n'y a qu'une seule adresse. En revanche, vous pouvez exercer deux activités avec la deuxième activité qui s'exerce à un autre endroit. Donc là, il y aura un autre établissement et là, il y aura deux numéros de SIRET parce que les derniers chiffres, le NIC, il y en aura deux différents. Il y aura donc deux établissements. Là, je vous en ai pris deux, mais ça peut être 3, 4. Oui. Alors après, bon, il y a beaucoup de questions autour de l'ACRE, mais il y a plusieurs personnes qui ont posé à peu près, ce n'est pas de la même manière, mais quand même des questions sur le quand. Quand est-ce qu'on doit le demander? Avant l'immatriculation? Combien de temps? Combien de temps après avoir reçu son SIRET? Enfin, voilà, il y a pas mal de questions, même si tu as déjà apporté des éléments de réponse, peut-être en repréciser. Alors, sur le quand, je vais être très simple. Vous pouvez le faire dès la création de votre entreprise. À partir du moment où vous avez créé votre entreprise, vous n'avez pas besoin d'attendre la notification d'affiliation de l'URSSAF. Vous le faites la demande le plus vite possible. Après, bien évidemment, la création de l'entreprise. Parce qu'il y en a parfois qui me disent « Est-ce que je peux demander l'ACRE avant d'avoir créé mon entreprise ?» Non, il faut d'abord créer l'entreprise et après, vous pouvez demander l'ACRE. Pour demander l'ACRE, on l'avait mis le lien, tu l'as remis, mais il est important le lien parce que là, vous avez vraiment dans comment bénéficier de l'ACRE, vous avez les formulaires maintenant à remplir. Donc, si on est auto-entrepreneur, pour l'instant, pas de changement. Il y a un formulaire qui existait déjà sur une page dédiée où vous remplissez ce formulaire sur demander l'ACRE sur la page auto-entrepreneur.ursaf.fr et vous renvoyez la demande directement par ce biais. Et si vous n'êtes pas auto-entrepreneur, il y a un formulaire maintenant à remplir à partir du 1er janvier 2026 qu'il faudra transmettre sur ursaf.fr via votre espace en ligne avec votre justificatif. Principalement, ça va être un demandeur d'emploi indemnisé ou indemnisable ou un bénéficiaire des minima sociaux, par exemple. Donc, je ne sais pas si vous voulez que je peux remettre le lien. Et alors, il y a Caroline qui posait une question très précise sur le fait que est-ce que l'ACRE se compte en mois ou en trimestre et est-ce que c'est la même chose quel que soit le statut de l'entreprise? Et donc aussi, elle demandait s'il y avait une stratégie à faire en termes de timing, si c'était versé par trimestre, est-ce qu'il valait mieux s'immatriculer en début de trimestre plutôt qu'en fin de trimestre? Voilà. Oui, alors là, on va bien distinguer les auto-entrepreneurs et les autres. Je vais commencer par ceux qui ne sont pas auto-entrepreneurs. Si on n'est pas auto-entrepreneur, la règle, c'est 12 mois de date à date anniversaire. Donc là, il n'y a pas tellement de stratégie. Si vous commencez le 1er février, vous êtes exonéré jusqu'au 31 janvier. En tout cas, voilà.
sous réserve de modifications à venir, mais en tout cas, pour l'instant, c'est la règle. Si on est auto-entrepreneur, là, c'est un peu plus subtil et effectivement, il faudra être malin pour optimiser, puisque là, on va raisonner en trimestre civil qui suivent le trimestre d'affiliation. Donc, je vais prendre 2 exemples. Là, on est en janvier, donc on est le 12 janvier. Si je m'inscris le 12 janvier, on est au premier trimestre, il va compter pour 1, plus 3 trimestres, exonération jusqu'au 31 décembre. Si je m'inscris le 15 mars, on est toujours au premier trimestre. Il compte toujours pour 1, même s'il ne reste que 15 jours. Plus 3 trimestres, j'aurai l'ACRE toujours que jusqu'au 31 décembre. Donc, évidemment, l'ACRE va être réduite, ça sera que 9 mois et demi. Si je m'inscris le 2 avril, j'ai changé de trimestre, on est au deuxième trimestre, plus 3 trimestres, l'ACRE durera jusqu'au 31 mars. Donc, la règle, c'est ça. Donc, pour répondre à la question, elle avait un petit peu anticipé, elle a un petit peu, je pense, dans sa question, compris le truc. Effectivement, il vaut mieux s'inscrire en début de trimestre civil pour optimiser au maximum l'ACRE. Tout ça sous réserve pour les auto-entrepreneurs, bien évidemment, d'avoir du chiffre d'affaires. Parce que si pendant 3 mois, les 3 premiers mois, vous n'avez pas de chiffre d'affaires, là, le gain est nul puisque l'exonération. Là. Mais sous réserve d'avoir du chiffre d'affaires, bien évidemment, il vaut mieux s'inscrire en début de trimestre civil. Mais là encore, sous réserve, parce qu'on ne sait pas très bien ce qui peut arriver pendant l'année au niveau de l'ACRE et des taux. Et voilà. Donc, il faudra suivre ça attentivement au fil de l'année. Ok, parfait, merci. Alors, en fait, il y a énormément de questions aussi par rapport au choix du statut ou du régime. Oui. Qui peut aider à faire ce choix? Comment on peut comparer les différents statuts et ou régimes? Donc, alors moi, côté BGE, ce que je peux dire, c'est que bien entendu, nous, on vous recommande absolument de vous faire accompagner dans la démarche de structuration, de préparation de votre projet entrepreneurial, parce que c'est une question qui arrivera en conclusion, on va dire, lorsque vous aurez une idée très claire de ce que vous voulez faire et de comment vous allez le faire. Évidemment, là, vous pourrez vous poser la question du statut et donc du régime qui seront le plus adaptés à ce que vous avez, à votre activité, à votre prévisionnel. Enfin, ce sera à peu près logique. Maintenant, est-ce que toi, Alban, aussi, tu as des ressources ou des conseils à donner par rapport à ce choix? Alors, effectivement, vous faire accompagner, ça c'est sûr et certain. Nous, on a un simulateur. C'est plutôt un assistant où vous allez donner un certain nombre d'éléments sur votre projet, votre situation, etc. Tout un tas d'éléments. Et il va, alors ça reste qu'un simulateur, hein, mais il va vous diriger vers le statut le plus adapté, en tout cas, aux éléments que vous aurez donnés. Donc, j'ai mis le lien, aide au choix du statut. Ça rentre dans tous les simulateurs. Donc, ça, c'est. Après, on peut changer le statut. C'est vrai que dans la logique, si on a vraiment un gros doute, on prend quand même moins de risques de démarrer en auto-entrepreneur, quitte à changer au bout de 6 mois, au bout d'1 an, plutôt que de rétrograder. Voilà, si on se lance sur une personne morale, par exemple, une société dès le démarrage, voilà, il faut quand même être sûr, un peu plus sûr de soi, parce qu'il y aura des coûts qui seront plus importants déjà en formalité, puis après en termes de gestion comptable et autres. Voilà. Alors, je reviens juste sur la question d'avant. Oui, Maël Leroux, ça sent la mauvaise nouvelle à venir pour l'ACRE. Je ne vais pas être trop pessimiste, mais effectivement, il suffit de taper ACRE sur Google, vous verrez mais bon, à suivre. Pour l'instant, on ne sait pas. Ok, alors bon, effectivement. On n'est pas sûr. Pardon. Beaucoup de questions sur les cotisations. Alors, il y en a auxquelles tu as aussi donné des éléments de réponse. Donc, je vous invite vraiment, on vous l'a dit, on vous enverra le support à l'issue du webinaire. Donc, vous pouvez potasser le support pour retravailler tous les éléments. Il y a eu beaucoup d'informations. Mais voilà, notamment, donc Latifa, il y a beaucoup de personnes qui ont voté pour cette question-là. De redire ou de rappeler quelles sont, quand on est alors auto-entrepreneur, les charges ou les cotisations à payer les 2 premières années. Alors là, pour un auto-entrepreneur, ce n'est pas les 2 premières années, il n'y a pas d'histoire. C'est vrai que c'est un peu cette idée des 2 premières années, c'est parce qu'au réel, avant, à une certaine époque, la régule était en 3e année. Alors c'est un peu resté dans ça n'existe plus du tout. Quand on est au régime réel, c'est la première année jusqu'au printemps où on va faire sa première déclaration de revenus, on a une régule. Quand on est auto-entrepreneur, c'est dès le démarrage, vous déclarez des chiffres d'affaires mensuels ou trimestriels et vous payez des cotisations sur cette base-là. Après, avec une réduction et une exonération de cotisations, donc de 50% des cotisations pendant la période de l'ACRE, si vous en bénéficiez ou pas. Mais sinon, c'est dès le démarrage, il n'y aura pas de changement, hormis une éventuelle exonération ACRE, il n'y aura pas de changement entre la première, la deuxième ou la 3e année. Vous déclarez un chiffre d'affaires, vous payez sur la base du chiffre d'affaires. Il n'y a pas de régule, c'est ça que peut-être je voulais préciser.
Très bien, merci. Alors également aussi, Morgane qui demande comment on peut anticiper la somme de cotisation qu'on aura à payer, notamment dans le cas d'une cotisation trimestrielle. J'ai pas bien entendu le début. Comment on peut anticiper la somme de la cotisation qu'on devra payer en fonction du chiffre d'affaires, notamment quand on démarre, j'imagine, et qu'on ne sait pas exactement quelle est la Alors, elle date. n'a pas précisé si elle est auto-entrepreneur, mais si elle Ouais. part de chiffre d'affaires, on suppose qu'elle est auto-entrepreneur. Alors, si elle est auto-entrepreneur, évitez quand même le trimestriel au maximum. Parce que, je l'ai dit, pour tous ceux qui sont à France Travail, il faut oublier le trimestriel parce que vous allez être très, très embêtés. France Travail va vous demander des justificatifs mensuels. On ne pourra pas vous les fournir parce que c'est des attestations en PDF gelées. Si vous avez choisi le trimestriel chez nous, on va vous sortir des justificatifs trimestriels. Alors, il y en a plein après qui reviennent, qui essayent de faire des modifs rétroactifs dans le cas du droit à l'erreur, etc. Bon, vous allez perdre beaucoup d'énergie. Donc, choisissez le mensuel par défaut. Et le trimestriel, ça s'applique. Ça peut bien marcher pour les polyactifs. Vous êtes salarié par ailleurs, vous créez une auto-entreprise vraiment secondaire, cumulant emploi retraite, ce genre de choses. Mais sinon, anticipez, vous allez connaître le taux de cotisation à l'avance. La première cotisation, vous aurez quand même, ça ne sera pas avant le 4e mois, donc vous avez quand même le temps de provisionner. Il faut s'organiser et de mettre l'argent de côté en se disant, voilà, j'encaisse du chiffre d'affaires, je sais que je mets tant de côté pour le montant des cotisations. Si j'ai l'ACRE, voilà, je connais le taux avec l'ACRE. Si je n'ai pas l'ACRE, voilà, c'est une question d'organisation. Et puis, si jamais le moment fatidique où il faut payer la cotisation et que vous avez une difficulté, vous demandez des délais, on vous accordera des délais sans problème. Mais c'est vrai qu'il faut s'appuyer sur votre prévisionnel, hein. Vous pouvez avoir une idée de le chiffre d'affaires que vous avez l'intention de faire et donc après de faire des simulations par rapport à la cotisation qui devrait s'appliquer. Il y a eu aussi quelques questions autour de la formation. Est-ce qu'une fois qu'on crée son activité comme indépendant, est-ce qu'on a toujours la possibilité d'utiliser son CPF qu'on aurait acquis en tant que salarié? Et aussi, une autre question, est-ce qu'on peut déduire les frais de formation? Oui, alors le CPF, le problème entre guillemets pour la formation, c'est que ça va être les droits CPF, vous les avez, vous pouvez toujours les utiliser, mais ils ne seront plus crédités si vous n'avez plus que travailleurs indépendants, et vous allez avoir des nouveaux droits auprès d'organismes qui sont l'AGFIS, hein, si vous êtes en commerçant, le FIFPL pour les activités de profession libérale, et le FAFCEA pour les activités artisanales, où là, vous allez avoir un nouveau compte. En réalité, il faudra nous demander l'attestation de formation que l'URSSAF vous délivre, et vous allez voir ces organismes. Donc, ne pas s'engager sur une formation avant d'avoir l'attestation URSSAF, déjà pour connaître l'organisme, et vous êtes sûr que vous vous allez adresser au bon organisme pour avoir une prise en charge de la formation. Et après, la déduction, ça dépend du montant réellement payé qui ne serait pas pris en charge, et seulement si on est en comptabilité réelle. Parce que si on n'est pas en comptabilité réelle, forcément, on ne déduit rien. Donc, pour les auto-entrepreneurs, il n'y a pas de déduction possible. Et après, alors, je suis désolée, il y a déjà d'informations. Tu as déjà je reviens dessus parce qu'il y a pas mal de personnes qui ont voté pour cette question. Comment est-il possible et quand de régulariser en cours d'année des prélèvements pour les adapter au mieux à la réalité, ne pas avoir de mauvaises surprises l'année suivante et devoir régulariser des grosses sommes? Alors, merci pour cette question. C'est effectivement une question clé pour tous ceux qui ne sont pas auto-entrepreneurs en TNS, on va dire classique au réel, en EI, en EURL ou en SARL. Puisque, comme je l'ai dit, dans ces cas-là, le revenu réel, on ne le connaîtra que l'année suivante. C'est normal parce que le revenu, il est déclaré toujours entre avril et mai. Entre avril et mai, tout le monde va déclarer son revenu 2025. Donc, un indépendant qui serait déjà en rythme de croisière, il va déclarer son revenu 2025 au mois entre avril et mai. Et s'il y a un écart, il peut y avoir une régulation. Alors, ça peut marcher dans un sens ou dans l'autre, mais pour éviter, parce que c'est la question, pour éviter les mauvaises surprises, il y a un outil qui est gratuit, qui est très simple et qui est très efficace, c'est l'estimation de revenus. L'estimation de revenus, c'est qu'à n'importe quel moment dans l'année, les indépendants qui sont donc au régime réel peuvent, via leur espace en ligne, estimer leurs revenus. Alors, c'est valorisant en plus pour vous parce que vous êtes le dirigeant d'entreprise, vous êtes quand même le mieux placé pour savoir combien vous gagnez, et c'est vous qui décidez sur combien vous cotisez. Sauf qu'il faut être, si vous êtes bon gestionnaire, il faut utiliser cette estimation de revenus et justement pour éviter les mauvaises surprises, dans les deux sens. Parce que, on voit les statistiques, souvent, il est
utilisé dans le sens de l'estimation à la baisse. Alors, c'est judicieux si à un moment où ces revenus baissent. Si ces revenus baissent par rapport à l'année précédente, on va faire une estimation à la baisse pour ne pas payer trop de charges et pour les ajuster. Mais si le revenu monte ou il est supérieur à la base sur laquelle on cotise, c'est là où il faut être malin. Il faut l'ajuster sur son revenu réel pour éviter une régularisation l'année suivante, ce qui a donc un impact au niveau des cotisations, mais un impact aussi sur l'aspect fiscal, puisque ce que vous aurez payé et réajusté pendant l'année sera intégré dans la comptabilité réelle de l'année, donc vous allez réajuster votre bilan. Donc il n'y a que des avantages, en 2 mots, à utiliser cette estimation de revenus pour éviter les mauvaises surprises, comme c'était indiqué dans la question. Merci. Peut-être juste une dernière question qui a été formulée de manière différente. À partir de quand paie-t-on la CFE en micro et auprès de qui? Ça a été redemandé. Alors, la CFE, donc, ce n'est pas auprès de l'URSSAF, c'est auprès du Centre des impôts, cotisation foncière des entreprises. Là, il n'y a pas de simulateur parce que c'est du foncier. C'est comme une taxe foncière, elle est différente pour chaque agglomération. Par contre, les auto-entrepreneurs sont exonérés la première année civile. Donc là, on vient de passer sur une nouvelle année. Donc, quand on démarre en 2026, on est exonéré pour 2026. Mais si on s'est inscrit en 2025, en décembre, on n'est exonéré que pour 2025. Donc, année civile. Et ensuite, exonération si le chiffre d'affaires ne dépasse pas 5 000 euros. Tant que le chiffre d'affaires ne dépasse pas 5 000 euros, vous serez exonéré. Les impôts vont vous envoyer dès le démarrage formulaire rempli, etc. Mais si vous n'avez pas dépassé ce chiffre-là, vous ne serez pas redevable. Puis si vous dépassez les 5 000 euros ou après en deuxième année, là, il y aura un calcul qui sera effectué par les impôts et qui est propre à chaque localité. Très bien. Merci beaucoup. On va s'arrêter là parce que là, on a déjà bien dépassé et on commence aussi à avoir du monde qui nous quitte. Donc, merci beaucoup, Alban, pour ces informations très complètes et très claires. Alors, on se doute bien, évidemment, il y a plein de cas particuliers. Chaque situation est différente. Donc, n'hésitez pas à bien stabiloter là, tous les éléments de réponse qui vous concernent dans le support. Vous avez vu, vous pouvez prendre rendez-vous de plein de manières différentes avec l'URSSAF. N'hésitez pas. Évidemment, faites-vous accompagner par un réseau d'accompagnement. Donc, si vous pouvez contacter BGE, www.bge.asso.fr pour trouver la structure la plus proche de chez vous. Et voilà, vous avez tout un réseau d'acteurs qui sont là pour vous aider à toutes les étapes. Donc, voilà, vous avez posé plein de questions sur BIC, BNC pour quel statut, quelles aides, etc. Ça, c'est vraiment contactez-nous. Voilà, faites-vous accompagner pour vraiment aller dans ces réponses précises. Et en tout cas, merci d'avoir assisté à ce webinaire. Vous recevrez du support. Le webinaire sera accessible dès demain sur la chaîne YouTube de BGE. Donc, n'hésitez pas à y revenir si besoin. Encore un grand merci, Alban, pour toutes ces informations. Et bonne chance à tous dans vos projets entrepreneuriaux. Très bonne journée. Au revoir.